Donc nous avons essayé de parcourir un grand panorama de l'histoire de la pensée philosophique, de ses origines jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, cet itinéraire n'a pas la prétention d'être exhaustif. C'était à titre introductif qu'il est peut-être utile d'avoir ponctué ces grands moments, à la fois le point de départ de la philosophie dans la philosophie grecque, puis ce moment tellement important de cette rencontre entre le christianisme et la philosophie, avec toute la période patristique, puis la période médiévale, et puis les préliminaires de toute la période moderne qui s'explicitent à partir du XIVe siècle, et puis surtout, bien sûr, de Descartes et toute la suite. Je ne veux pas revenir là-dessus, nous essaierons de revenir sur ces questions progressivement. Et j'aimerais maintenant que nous puissions donc nous enfoncer dans cet immense continent qu'est la philosophie grecque, pour en découvrir toute la richesse, en nous souvenant que c'est vraiment cela qui est à l'origine de la réflexion et de la recherche de la sagesse philosophique qui marque toute notre culture, et au-delà de la culture, toute la formation de l'intelligence humaine. Et dans ce premier moment, je voudrais que nous puissions ponctuer rapidement la philosophie grecque dans ses grands moments. Sous un point de vue, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, proprement philosophique, ne pas abandonner l'étude des textes antiques aux philologues. C'est très utile que nous ayons des érudits, bien entendu, mais c'est le philosophe qui doit essayer de découvrir autre chose qu'une simple érudition, parce qu'il s'agit de retrouver un itinéraire de recherche du vrai. Et ceci dépasse la simple érudition. Un philosophe est un philosophe dans la mesure où explicitement, il cherche la vérité qui, comme telle, dépasse son époque, le mode d'expression qui est le sien, etc. On pourrait ici faire un parallèle rapidement entre, d'une part, l'érudition de la philologie et l'étude proprement philosophique des textes grecs, et d'autre part, l'étude exégétique des textes bibliques et proprement un regard théologique. Il y a ici quelque chose d'analogue. La théologie n'est pas l'exégèse. L'exégèse est une science qui étudie les textes et cherche à les établir. De même, la philologie s'intéresse aux textes antiques et essaye d'en saisir les sources, la complexité de la composition, la manière dont ces textes ont évolué au cours des époques. Tandis que le philosophe cherche à découvrir au-delà du texte dans sa matérialité. Bien sûr que nous avons besoin de cette érudition et d'une étude détaillée, mais le philosophe veut essayer de redécouvrir, de retrouver l'itinéraire proprement humain de recherche du vrai qui est non seulement celle de cet auteur, d'un Thalès, d'un Anaximène, d'un Anaximandre, d'un Parménide ou d'un Héraclite, et une recherche qui est quelque chose qui le concerne, parce que c'est celle d'un être humain qui se pose les mêmes questions. De quoi est-il fait, ce monde dans lequel nous sommes? Quel est le sens de la vie humaine? Y a-t-il une vie qui dépasse la mort? Quels sont les rapports entre les hommes et les dieux, etc. Et donc c'est dans cet esprit que nous allons essayer d'entrer peu à peu dans cette immense période de la philosophie antique, qu'on peut appeler la philosophie grecque ou gréco-romaine, mais je m'intéresserai surtout aux sources proprement grecques de la philosophie. L'origine, on pourrait dire l'alpha, c'est bien difficile de préciser les choses d'une façon trop rigoureuse, mais on peut dire que d'une certaine façon, les premières expressions littéraires de la pensée morale, philosophique, scientifique de l'Antiquité commencent autour des épopées homériques. Je cite ici un texte de Jacqueline de Romilly qui a étudié de façon tellement approfondie toute la littérature grecque, et elle s'exprime ainsi: « La littérature grecque commence pour nous par deux grandes épopées transmises sous le nom d'Homère, l'Iliade et l'Odyssée. L'une raconte une partie de la guerre des Achéens contre Troie, avec la colère d'Achille, son refus de continuer la lutte, puis son retour au combat pour venger son ami, Patrocle, et s'achève lorsqu'il a tué le Troyen Hector
et rendu son corps au sien. L'autre, donc l'Odyssée, raconte le retour d'Ulysse chez lui après la prise de Troie. Donc nous nous arrêterons dans le cours suivant sur proprement cette réflexion d'Homère et la manière dont il traduit poétiquement la vie humaine, mais comprenons que c'est un certain point de départ, en ce sens que les Grecs ont toujours considéré que l'œuvre d'Homère, qui n'est pas la seule à propos de la guerre de Troie, ça a été un grand sujet littéraire de l'Antiquité, mais les Grecs ont considéré que c'était la clé de leur éducation et que c'était ce à quoi ils avaient toujours à revenir, le point de départ de leur réflexion. Nous essaierons de comprendre pourquoi. Donc il n'y a pas là ici de ma part un choix arbitraire, mais de nous intéresser, bien sûr brièvement, parce qu'on pourrait passer toute une année sur l'étude de l'Iliade et de l'Odyssée, essayer de comprendre quelle vision de l'homme ces poèmes qui ont été une espèce de culture commune de toute la Grèce antique et ensuite jusqu'à aujourd'hui. On sait combien ces deux épopées inspirent encore des œuvres littéraires, théâtrales, cinématographiques, etc. Donc l'alpha. Homère, on le date à peu près du 8e siècle avant Jésus-Christ, et même si nous verrons que ces poèmes ont été remaniés jusqu'au début de l'âge classique. Et puis l'oméga, si je puis dire, d'emblée, je dis que j'exclus ici la patristique grecque parce que ça fait référence à un autre cadre, un autre horizon de pensée, d'autres critères et d'autres traditions. La patristique part de la foi, et comme nous l'avons déjà brièvement évoqué. Donc, même si on pourrait dire que la littérature grecque et la pensée grecque se poursuit dans tout l'âge byzantin, je m'intéresse ici vraiment à ce qui est le caractère propre de la philosophie antique, dont on pourrait dire qu'elle s'achève entre le 4e et la fin du 5e siècle après Jésus-Christ, comprennent plus le néoplatonisme dans ses textes tardifs, ou, pour prendre une date assez symbolique, l'édit de Justinien en 529, qui, comme on l'avait vu, est marqué par la fermeture des écoles d'Athènes à travers une polémique qui sont les combats entre l'hellénisme et le christianisme. L'hellénisme se présentant alors comme un retour au paganisme. Donc grosso modo, nous avons là une période du 8e siècle avant Jésus-Christ au 4e, 5e, début du 6e siècle après Jésus-Christ, qui couvre donc environ de 12 à 13 siècles. C'est évident que c'est énorme. Donc la pensée grecque va se déployer durant tout ce grand moment, et il est utile pour nous que nous puissions le ponctuer. Nous puissions essayer de repérer, si nous voulons bien, les quelques moments essentiels qui vont marquer notre recherche. On peut dire qu'il y a d'abord ce qu'on peut appeler, si vous voulez, une période de formation, où la philosophie, peu à peu, se distingue, mais de façon très lente, de la littérature poétique, fréquente les épopées, les mythes, etc. Nous ferons référence à cela dans la suite, bien évidemment. Et donc il y a une période de formation où la philosophie, peu à peu, en même temps que ce qu'on peut appeler la recherche scientifique, se dégage peu à peu pour elle-même. Nous verrons quels sont les critères pour comprendre cela. Mais on peut dire d'emblée que ce qui marque cette émergence ou cette apparition de la réflexion proprement philosophique dans tout ce contexte littéraire, poétique, épique, théâtral, c'est une recherche explicite de la vérité. Sur l'homme, sur l'univers, d'où vient l'univers, sur la place de l'homme dans le monde, et aussi sur les dieux. Nous verrons ça quand nous aborderons en particulier Homère et Hésiode. Et cette recherche, nous verrons qu'elle sera marquée principalement par deux grandes questions. D'où venons-nous et d'où viennent les choses ? C'est en particulier ce qui sera très présent dans ce qu'on a appelé l'école de Milet, avec les premiers physiciens, comme les appelle Aristote, c'est-à-dire les philosophes qui vont s'intéresser à la physis, à la nature. Sûrement que la recherche de la nature comme cause propre des événements du monde physique, du devenir des choses, est une chose très importante à regarder. Et cette recherche est essentiellement celle de l'origine. Est-ce que toutes choses viennent de l'eau? Est-ce que toutes choses viennent de l'infini? Est-ce qu'elles viennent de l'air? Voilà des questions que se poseront les philosophes de l'école de Milet.
Et puis une autre question, je dirais, j'ai presque dire tout à fait opposée à celle-là, c'est où allons-nous? Quelle est notre destinée? Est-ce que nous sommes soumis à une moira, à un fatum, comme diront les latins, c'est-à-dire à un destin aveugle qui soumettrait même les dieux à ses contraintes, à sa nécessité? Ou bien est-ce que la part de l'homme a une certaine liberté? Comment est-il en relation avec les dieux dans la recherche du sens de sa vie et bien sûr en étant confronté à une question élémentaire et très essentielle qui est celle de la mort. C'est bien sûr en particulier cette recherche qui sera celle des pythagoriciens. Et nous reviendrons sur cela très en détail. Cette période, on l'a appelée d'une façon classique, grosso modo depuis un peu plus d'un siècle, à partir d'un érudit allemand tout à fait célèbre, Hermann Diels, on l'a appelé la période de présocratique, d'une façon, je pense, impropre. Parce que c'est comme si on regardait cela à partir de Socrate, alors que dans le devenir des choses, bien évidemment que ces gens-là ne se sont pas dit « nous sommes avant Socrate ». Bon. Et donc, c'est plutôt l'érudit ou le philosophe qui, pour dater les choses et essayer de les ordonner, dit bah, c'est ce qui est avant Socrate, ce qui pose évidemment une question sur le rôle crucial de Socrate. Nous allons y venir dans quelques instants. Mais peut-être c'est commode de dire c'est toute la philosophie qui précède Socrate, mais elle est tellement diverse, avec des orientations d'une telle richesse qu'il vaut quand même la peine de ne pas la cataloguer d'emblée comme étant tout ce qui est avant Socrate dans une espèce de magma. Il faut essayer de découvrir. Alors, nous verrons que cela pose beaucoup de difficultés, parce que bien sûr, nous n'avons plus de ces penseurs que des fragments. Alors, Hermann Diels est connu parce que c'est justement lui qui a édité pour la première fois les fragments des penseurs présocratiques. Son œuvre en allemand, c'est Fragmente die Vorsokratiker. Ça date de 1880-90 à peu près, et cette œuvre a été rééditée à plusieurs reprises et enrichie de nouvelles découvertes. Et c'est cela qui sert toujours de base à nos éditions et traductions modernes, qui ont été publiées dans diverses éditions. Nous aurons l'occasion de les mentionner. Donc, nous avons de ces penseurs dits présocratiques des fragments qui se sont retrouvés dans des œuvres postérieures parce qu'ils étaient cités par des penseurs postérieurs à eux. On trouve des citations d'Héraclite, de Parménide, chez Platon, chez Aristote, chez les stoïciens, puis jusque dans la période patristique. Il y a des quantités de citations de ces textes qui sont ce que nous avons. Et donc il y a ici tout un travail d'interprétation, de reconstruction qui est à la fois passionnant et assez difficile. Donc nous essaierons de nous arrêter évidemment dans le détail sur ces grands moments, on pourrait dire, de l'apparition progressive de la recherche des philosophes. Pour caractériser ce premier moment, où nous avons la recherche de l'origine et de la fin, et puis peu à peu l'apparition de la recherche de la nature, de la détermination des choses, nous pouvons résumer cela en disant que nous leur devons, d'une certaine façon, trois grands aspects de la pensée philosophique qu'il vaut la peine de noter d'emblée. Premièrement, la recherche progressive d'une science, c'est-à-dire la recherche des causes, du pourquoi des choses. Ne pas se contenter d'une description mythologique ou métaphorique des choses que nous constatons. C'est Zeus qui intervient, oui, mais quels sont les rapports entre les dieux et la nature, s'il y en a un ? Autrement dit, une recherche progressive, non pas d'une laïcisation, ça ce serait un regard très moderne sur les choses, mais d'une recherche intelligente de ce que nous constatons à la fois dans le monde physique, dans la vie humaine, dans la cité, etc. Donc une recherche des causes des choses. Et ceci est un point premier. Deuxièmement, on pourrait dire peu à peu l'apparition d'une recherche qui culminera avec Aristote et qu'on peut caractériser comme étant la recherche d'une sagesse qui va se déployer chez Aristote dans une philosophie première, ce qu'on a appelé tardivement la métaphysique, dont on voit peu à peu l'apparition chez les philosophes dits présocratiques. Je pense ici en particulier à Héraclite et Parménide, qu'on a souvent opposés d'une façon assez schématique, l'un étant attentif avant tout au devenir des choses et l'autre attentif à l'être dans sa transcendance par rapport au devenir.
c'est plus nuancé que cela, nous verrons cela, mais toujours est-il qu'il y a ici cette recherche très très profonde des rapports entre l'être et le devenir. Et on peut dire que cette distinction de ce qui est et de ce qui devient, de ce qui change, est une distinction absolument fondamentale de la pensée grecque. Comment penser les rapports de l'être et du devenir? Et puis, peu à peu aussi, l'apparition de la réflexion sur le vivant, avec le problème de la mort. L'être, la vie, le devenir, et comment tout cela nous fait découvrir peu à peu ce que c'est que l'intelligence, l'esprit de l'homme, avec l'apparition notamment de la réflexion sur le nous. Plus on découvre ce qui est, plus on comprend ce que c'est que cette capacité de l'homme, cette dignité particulière d'être capable de penser le vrai, de penser ce qui est. Et c'est ce qui fait peu à peu la spécificité du philosophe. Et enfin, et ça nous le verrons de façon très précise, ces philosophes, après, on pourrait dire la découverte, la recherche d'une démarche de type scientifique, après l'apparition progressive d'une pensée métaphysique qui voit essentiellement la distinction de l'être et du devenir, nous sommes tributaires envers eux de l'apparition d'un langage philosophique. Et c'est une façon d'ailleurs très passionnante de lire les philosophes présocratiques, de voir les mots qui caractérisent peu à peu chacun de ces philosophes, on pourrait dire, parce que nous sommes des philosophes, disons, lourds d'une histoire extrêmement longue, et nous avons quelquefois un langage philosophique qui précède la pensée, ce qui fait que quelquefois on voit bien des sophistes qui emploient des mots dont ils ne savent pas exactement la signification philosophique. Alors que les présocratiques ont à, si je puis dire, inventer, faire apparaître, faire naître un langage qui soit capable d'exprimer ce qu'ils découvrent en s'intéressant à la réalité. Je prends un exemple ici, par exemple le mot physis, qu'on a traduit en latin par natura, et pour nous la nature est déjà quelque chose de très abstrait, alors que pour les Grecs, la physis c'est tout simplement un substantif qui vient du verbe phouomai, et d'une racine indo-européenne très précise, qui veut dire la plante qui surgit. Donc comment voit-on apparaître la nature d'une chose? Eh bien ils sont à l'origine d'une recherche spécifique et nouvelle de la pensée, qui se traduit peu à peu dans un langage qu'ils vont au fond forger et dont les philosophes postérieurs vont hériter. Et c'est pour cela que quand on lit des philosophes qui sont après la période des dits présocratiques, on voit une quantité de discussions qui reprennent des mots. Qu'a voulu dire Parménide quand il a parlé de l'être? Qu'a voulu dire Héraclite quand il a parlé du logos? Voilà des mots qui vont caractériser certaines de ces philosophies. Donc voilà cette première grande période qu'on pourrait dire antérieure à tous ces moments de bouleversement qu'a connu la Grèce antique avec la chute de la période mycénienne et puis la période archaïque qui va jusqu'aux guerres médiques, c'est-à-dire le début de l'âge classique. Les guerres médiques, c'est ce qui se situe au début du 5e siècle, où Athènes, dans les deux guerres médiques de 490 et 480, sera victorieuse peu à peu de l'Empire perse, et on verra alors apparaître l'âge d'or d'Athènes au 5e siècle qu'on appelle l'âge classique. Donc toute cette période-là est, on pourrait dire, le regard sur les sources, sur les tout débuts, les aspects embryonnaires de la pensée philosophique qui peu à peu s'explicitent, se dégagent, s'orientent dans différentes directions et nous donnent les premiers rudiments d'une réflexion philosophique spécifique et pensée pour elle-même. Le deuxième grand moment de cette période de formation, c'est ainsi que je la caractérise, c'est cet affrontement qu'on pourrait dire, ou cette crise extrêmement précise des sophistes et de l'apparition de Socrate, qui donc se situe au début de l'âge classique, mais on pourrait dire encore dans la période de formation de la pensée philosophique grecque dans ce qu'elle aura de plus approfondi. On pourrait dire devant le succès d'Athènes et de la Ligue qui a fait que les Grecs ont été vainqueurs des guerres médiques, Athènes a connu une période extrêmement de richesse et de gloire, et
on voit apparaître alors une période presque d'afflux vers Athènes de tout ce qui fait la pensée, le pouvoir, l'influence, la réflexion, la dimension artistique, etc. Et c'est ce qui a en même temps amené une période, on pourrait dire d'une certaine façon, de relativisme. Il y a un livre célèbre de Jacqueline de Romilly sur les sophistes dans l'Athènes de Périclès. Il vaut la peine de se pencher sur cette période de ces grands sophistes qui sont à la fois des rhéteurs et qui proposent une éducation et à la fois littéraire et au pouvoir politique, et le but étant de conquérir le pouvoir. On pense à quelques grands noms que Platon, bien sûr, mettra en scène dans ses dialogues. Gorgias, Protagoras, Prodikos, qui apparaissent dans les dialogues de Platon, et qui mettent en scène notamment le dialogue, voire l'affrontement entre les sophistes et Socrate, dont certains disent qu'il a d'abord été sophiste, et qu'ensuite, s'étant converti à la vie militaire, il est devenu philosophe. Et donc il y a 3 périodes dans la vie de Socrate, mais c'est intéressant de regarder ce moment très important. Socrate, bien sûr nous le regarderons, nous essaierons de le rencontrer plus en détail. Socrate, c'est celui que tous les philosophes après lui ont regardé comme le père et le modèle de la philosophie. Notamment les stoïciens le verront comme le modèle du philosophe. Il est quelqu'un à imiter, il est une cause exemplaire. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui, on verra ce à quoi il s'intéresse précisément, mais qui cherche la vérité au prix même de sa vie, se posant comme témoin de cette recherche de la vérité. Et c'est d'ailleurs même pourquoi certains historiens ont mis en parallèle, de façon assez suggestive et intéressante, le Christ et Socrate. On pense à des livres tout à fait classiques qui ont été publiés au cours du XXe siècle. Mais Socrate est une figure. Il apparaît comme le philosophe parce qu'il se présente comme serviteur de la vérité, s'intéressant à l'homme et précisément luttant par son courage dans la vérité contre le relativisme des sophistes et la convention de la vie sociale et de la vie politique. Dénonçant certains travers, on pense à cette phrase célèbre de Socrate dans l'Apologie de Socrate de Platon: « Je m'adresse à vous, ô Athéniens, comme un taon qui piquerait un cheval de bonne race, de grande taille, mais un peu mou en raison de sa taille. » Autrement dit, les succès d'Athènes, l'ampleur de son action politique, son succès artistique, etc., font que peut-être certaines choses se diluent et qu'on cherche plus le succès, le pouvoir, l'argent, que de garder la qualité intérieure de l'homme. Et donc Socrate se présente à la fois comme un dénonciateur de la médiocrité ambiante et comme quelqu'un qui surtout veut encourager, dit-il, comme un père, comme un frère aîné, ses concitoyens à s'intéresser à leur âme et à pratiquer l'excellence, ce qu'on a traduit par vertu, mais c'est l'excellence humaine. Et Socrate raconte qu'il a été poussé à cela par l'oracle de Delphes, donc encouragé à être cet initiateur on pourrait dire d'une forme de conversion philosophique. C'est ce qui fera dire d'ailleurs à Platon qu'il faut qu'on se convertisse à la philosophie, qu'on devienne philosophe pour qu'on puisse exercer une quelconque charge. Alors voyons ici bien ce rôle, cette crise des sophistes et de Socrate. Nous y reviendrons en détail, donc je ne m'arrête pas plus longuement, mais nous voyons bien que c'est un tournant. Et que Socrate, d'une certaine façon, concentre dans sa réflexion qui est plus d'ordre moral et religieuse, il concentre et il réunit des tendances différentes de la philosophie en montrant que ce qui fait le philosophe, et c'est peut-être un tournant important, c'est de s'intéresser proprement à l'être humain. Socrate a cette phrase célèbre: « Je n'ai aucune sagesse athénienne, si ce n'est peut-être une sagesse humaine. Anthropine sophia. » J'ai une sagesse humaine. Quelle sera-t-elle ? Comment sera-t-elle caractérisée ? Et pourquoi cela a-t-il marqué d'une façon tellement profonde la suite de l'itinéraire de la pensée grecque ? C'est quelque chose que nous essaierons de bien comprendre. La deuxième grande période de la philosophie grecque, c'est ce qu'on peut appeler sa période de maturité, où on voit apparaître, on pourrait dire, deux grands sommets, et qui sont à la fois inséparables et tellement différents. Platon d'une part, Aristote d'autre part, qui sont quand même les deux sommets de la pensée grecque, et qui sont inséparables, en tant que Platon a été le maître d'Aristote pendant plus de 20 ans, et qu'on ne peut pas comprendre Aristote si on ne le voit pas en grande partie
se démarquant du système platonicien. Quant à Platon, il a été disciple de Socrate pendant plus de 11 ans, et il se présente comme le disciple qui rend hommage à Socrate. Ce qu'on appelle les dialogues socratiques de Platon, qui sont ces dialogues dits de jeunesse, qui sont les premiers qu'il ait écrits, ce sont des dialogues qui sont destinés principalement, même s'il est difficile de départager ce qui est proprement socratique et platonicien, mais on voit Platon, au fond, mettre en lumière le véritable personnage qu'a été Socrate, pour rendre hommage à sa mémoire, corriger les calomnies dont il a été l'objet, et lui rendre sa véritable stature. Donc il y a toute une place, nous avons connaissance en grande partie de Socrate par l'hommage que lui rend Platon dans tous ses dialogues de jeunesse. Bon. Et puis on verra comment Platon, peu à peu, a élaboré son propre système philosophique. Nous verrons par quoi il est caractérisé. C'est difficile parce que Platon est d'une telle richesse et d'une telle ampleur aussi qu'on ne peut pas le résumer en quelques lignes. Il s'agit d'essayer de comprendre l'esprit de sa philosophie et peut-être d'en saisir un peu les articulations pour comprendre comment s'organise sa pensée et comment il a son originalité. J'aime peut-être suggérer ici que Platon, la philosophie platonicienne, celle de Platon proprement dite, qui n'est pas celle de l'école, c'est proprement une grande philosophie de l'âme, où on voit les grandes dimensions de l'âme humaine, ces rapports entre l'âme et le corps, le lien entre l'âme et l'amour, le lien entre l'âme et la vérité, les liens entre l'âme et l'immortalité, et ce sont tous les grands dialogues de la maturité de Platon. Et Platon est quelqu'un qui a donc eu aussi des tentatives politiques. On sait combien, à 2 reprises, il a essayé de mettre en œuvre son système politique en Sicile, et que ce fut à chaque fois un échec. Et donc il y a chez Platon aussi une période de vieillesse qui va comporter un élément de correction, de réflexion, peut-être de rétractation de certains des aspects, en particulier la théorie des formes en soi, où Platon finalement se demande de quoi y a-t-il vraiment des formes en soi. Et on voit dans les dialogues de la vieillesse de Platon, comme le Parménide, le Sophiste, le Politique, le Timée, les Lois, des réflexions qui redonnent une certaine importance finalement à l'expérience humaine, alors que Platon l'avait d'abord mise de côté. Donc nous verrons ce moment tellement important, et c'est ça qui permet de donner aussi un relief à cet immense philosophe qu'est Aristote. Se démarquant d'emblée de Platon, Aristote dit dans la métaphysique qu'il n'a jamais accepté la théorie des idées de Platon, et pourtant il est resté 20 ans à son école. Et la grande différence, c'est que Aristote ne va pas caractériser la philosophie par une méthode, une façon de penser que Platon a appelée la dialectique, mais va dire que la philosophie va se déployer dans des parties différentes selon l'objet qu'elle considère. Autre chose, étudier l'éthique, c'est-à-dire l'agir humain. Autre chose, étudier la nature, c'est-à-dire le devenir des choses du monde matériel. Autre chose, étudier la philosophie première qui regarde ce qui est en tant qu'il est. Et la philosophie d'Aristote va donc se déployer dans toute une richesse de développement différents, s'intéressant toujours à la fois à l'homme, à ses activités, à son corps, à son âme, à son être, et en même temps s'ouvrant à la suite de Platon d'ailleurs, à une véritable théologie. Et donc nous essaierons de comprendre à la fois en parallèle et en même temps en montrant combien ils sont différents et combien c'est un enjeu qui marquera toute la suite de la pensée européenne et occidentale, la distinction entre Platon et Aristote, dont je vous rappelle que Aristote, dont Hegel a dit qu'il était le maître du genre humain, ou que d'autres penseurs ont caractérisé de cette façon. Il y a donc ici un tournant évidemment majeur. Et puis, Aristote meurt en 322 avant Jésus-Christ, donc déjà on va vers la période dite hellénistique, c'est déjà l'empire d'Alexandre, et donc on arrive devant des problématiques tout à fait nouvelles. Et c'est ce qui fait que dans la période dite de maturité de la philosophie grecque, on voit apparaître déjà à cette époque, qui est le début de l'âge hellénistique, des développements critiques et essentiellement pratiques. Devant les problèmes nouveaux que pose le monde qui s'ouvre à une dimension d'empire,
que faut-il faire pour rester humain? On n'est plus dans une recherche qui a la même, je dirais, grandeur spéculative que Platon et Aristote, mais beaucoup plus devant des problèmes pratiques et religieux et d'ordre moral, en particulier dans le stoïcisme et dans l'épicurisme, qui sont, alors on voit apparaître là des écoles philosophiques, avec bien sûr quelques noms. On pense à Zénon dans le stoïcisme, et puis beaucoup plus tardivement, alors déjà dans la période romaine, Épictète, puis Marc Aurèle encore beaucoup. Voilà, mais voyons bien que les écoles philosophiques après Aristote se trouvent devant des nouveaux développements et de nouveaux problèmes, en particulier du point de vue éthique et du point de vue religieux. La confrontation à d'autres mondes fait que la philosophie se développe, se déploie dans de nouvelles problématiques on ne voyait plus de la même manière, pas encore de la même manière, chez Platon et chez Aristote. Et puis enfin, la philosophie grecque va s'achever avec ce qu'on peut appeler une période de vieillesse, c'est-à-dire où elle est à la fois érudite et restauratrice. Souvent, le vieillard, n'est-ce pas, revient sur le passé et cherche à le faire revenir, et c'est ce qui se passe avec le néoplatonisme. Plotin est quand même quelqu'un qui commente Platon. On voit apparaître des commentateurs déjà dans l'Antiquité, et Plotin, ou Proclus ou Damasius, ce sont des philosophes qui vont jusqu'au IIIe siècle, IVe siècle après Jésus-Christ, en plus en étant confrontés aux influences de l'Orient, aboutir à déjà des périodes on se sert de Platon pour répondre aux problématiques et pour développer une philosophie plus composite. Plotin est à la fois influencé par Platon, par Aristote, par le stoïcisme, et propose un nouvel itinéraire qu'on peut qualifier davantage de mystique. Plotin est plus sensible à l'unité avec le divin qu'à la recherche contemplative de qui est Dieu. Et donc il y a ici toute une dimension qu'on pourrait dire spirituelle. Peut-être que les grandes spiritualités sont déjà présentes dans le néoplatonisme, c'est-à-dire la manière dont l'homme vit les choses, beaucoup plus que qui est Dieu, et peut-on en parler. Donc nous essaierons d'entrer dans toute cette immense itinéraire qui a à la fois ces paysages, ces tours et ces virages particuliers pour découvrir quelques grandes figures et au-delà des hommes qui ont réfléchi à cela, essayer de faire nôtre, à notre mesure, la recherche de la vérité qui a été la leur, en essayant de comprendre quelles sont, comme je l'avais dit au tout début, leurs interrogations, quelle est leur recherche, qu'ont-ils découvert, que nous ont-ils proposé, comment en sommes-nous les héritiers sous un certain rapport? Y a-t-il des choses que nous pouvons distinguer davantage? Comment pouvons-nous nous mettre à leur école pour devenir nous-mêmes philosophes? Comme je vous l'ai déjà dit, Merleau-Ponty disait que les Grecs sont les fondateurs. Eh bien, à leur école, nous pouvons apprendre à philosopher et reconnaître ensuite que beaucoup de problèmes philosophiques postérieurs viennent de leurs propres recherches. Nous entrerons donc peu à peu dans ces périodes successives de la pensée grecque.